Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur les politiques commerciales internationales et l'Organisation mondiale des échanges. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Vous devez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce thème de vidéo? Depuis 1945, les échanges commerciaux entre les pays du globe explosent. La mondialisation bat son plein encore aujourd'hui. De vastes zones régionales économiques ont pu apparaître et les accords se multiplient. Les exportations et les importations de chacun des pays se chiffrent en milliards ou en centaines de milliards d'euros ou de dollars, et les firmes multinationales organisent leur production aux quatre coins du monde à grands coûts d'investissement direct à l'étranger. Tel est en tout cas le constat que l'on a dressé lors du chapitre 7. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode, mais Ces constats doivent donc nous amener à nous demander quelles sont les politiques économiques qu'un État peut mettre en œuvre pour intervenir sur la scène internationale et contrôler son commerce extérieur. On peut également s'interroger sur le cadre légal international qui est prévu pour réglementer cette explosion des échanges entre les différents pays. C'est donc à ces questions et bien d'autres encore que nous allons répondre en analysant les deux grandes théories économiques que sont le libre-échange et le protectionnisme, tout en présentant dans les grandes lignes l'institution de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et le rôle qu'elle entend jouer. Je sens que ça va encore être épique. Commençons d'abord par le libre-échange. Il s'agit d'une doctrine économique selon laquelle doit être défendue la liberté du commerce entre les nations, ce qui suppose notamment la libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux. C'est une théorie libérale, comme son nom l'indique, et dont l'application se constate souvent à travers le monde. Défendue par de nombreux politiciens dans un grand nombre de pays, le libre-échange est par exemple la norme au sein de l'Union européenne qui prévoit un marché unique et dans les principaux accords de régionalisation tels que le Mercosur ou l'ALENA. En vertu de cette théorie, tous les obstacles nuisant à la circulation des biens, des personnes et des capitaux doivent être éliminés par les différents pays. Tout ce qui peut constituer un frein aux échanges commerciaux entre deux nations a ainsi vocation à être éliminé, comme les droits de douane ou les mesures protectionnistes sur lesquelles nous allons revenir. Les partisans de cette théorie voient ainsi de nombreux avantages au libre-échange à rapprocher avec les bienfaits attendus de la concurrence sur un marché national. Ainsi, le libre-échange permet d'accroître la quantité et la diversité des biens présents sur un marché, ce qui est favorable aux consommateurs. La concurrence internationale qui découle du libre-échange doit par ailleurs entraîner une baisse des prix et stimuler l'innovation, chaque entreprise devant gagner des parts de marché sur ses concurrents étrangers. Les pays en développement peuvent en outre profiter du libre-échange pour se développer et réduire les inégalités avec les pays développés, tout en attirant les technologies de ces nations. Le libre-échange, comme toute doctrine, ne présente pas que des avantages. La réduction des inégalités entre pays développés et pays en développement est loin d'être achevée et la compétition féroce entre les nations peut avoir des conséquences négatives dans certains pays. Tel est par exemple le cas lors des délocalisations, quand une entreprise ferme des usines dans certains pays pour localiser sa production dans un autre, à la recherche de coûts plus bas. De plus, tous les acteurs économiques dans un pays n'ont pas forcément le poids nécessaire pour résister à la très forte concurrence et l'on peut observer un déclin de certains pans entiers de l'économie. Enfin, l'explosion du commerce mondial ne se fait pas sans conséquences dramatiques sur le plan écologique, certains biens de consommation devant parcourir des milliers de kilomètres entre leur lieu de production et leur lieu de consommation. Pour faire face à certaines de ces limites, une autre théorie économique est donc présentée, celle du protectionnisme. C'est l'inverse du libre-échange. Un pays protectionniste est un pays qui va chercher à protéger son marché intérieur contre les biens internationaux, qui va privilégier son économie nationale et favoriser les agents économiques qui s'y trouvent. Pour mettre en place cette protection, les nations peuvent ainsi recourir à deux grands types de mesures, les barrières tarifaires et les barrières non tarifaires. Les mesures tarifaires sont en fait des droits de douane. Lorsqu'un bien étranger arrive sur le marché national, il est automatiquement taxé. L'acheteur devra donc augmenter le prix du produit lorsqu'il le vendra au consommateur, ce qui nuit à sa compétitivité au profit du bien directement produit sur le territoire du pays. À côté, les barrières non tarifaires sont essentiellement juridiques. Elles permettent de limiter la quantité d'importation autorisée pour un certain type de biens grâce à des quotas, à interdire l'accès au marché à certains produits pour des raisons techniques ou sanitaires par une réglementation restrictive ou des normes de qualité. En outre, un État peut également favoriser la production nationale par une politique fiscale avantageuse ou l'octroi de subventions permettant là encore au bien national d'être plus compétitif que le bien importé. je connais cette théorie, oui. Chaque État va donc choisir avec quel bien ou service faire du protectionnisme et avec quel bien faire du libre-échange en fonction de l'état de son marché intérieur. De plus, les changements de règles relatives au commerce extérieur d'un pays dépendent également du contexte géopolitique. Le protectionnisme peut être utilisé comme une sanction ou un moyen de pression sur un autre État, et les exemples de guerres économiques entre pays sont extrêmement nombreux.
Cela aboutit à une situation d'une incroyable complexité de nature à nuire aux échanges. C'est pourquoi il a été envisagé de créer une institution supranationale dont la vocation serait d'encadrer les échanges internationaux et d'amener les pays à coopérer. Initié au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec les accords du GATT, ce processus a connu une forme d'aboutissement en 1995 avec l'avènement de l'OMC. L'Organisation mondiale du commerce, basée à Genève, regroupe aujourd'hui 164 pays qui représentent ensemble 98% du commerce mondial. Son objectif fondamental est de favoriser le libre-échange entre les pays du globe. Pour atteindre cet objectif, une diversité de moyens sont mis en œuvre par cette institution. Elle coopère notamment avec les autres institutions telles que le G20 ou le FMI. Elle offre un cadre de négociation aux États pour les inciter à signer des accords commerciaux de libre-échange et veille au bon respect de leurs engagements par les États en ayant signé. En outre, elle comprend un organe de règlement des différends, l'ORD, permettant de sanctionner les États qui transgresseraient les accords internationaux, ce qui doit les dissuader de recourir à des mesures protectionnistes. Wow! Concrètement, les règles de fonctionnement de l'OMC sont de nature à favoriser la négociation multilatérale entre les pays. S'enchaînent ainsi des rounds de négociation destinés à poser sur la table des sujets variés devant aboutir à la conclusion d'accords juridiques internationaux. Le principe un pays, une voix, le droit de veto offert à chaque nation et le principe du consensus sont ainsi retenus. Trois principes fondamentaux sont par ailleurs appliqués par l'OMC, la clause de la nation la plus favorisée, devant amener un pays à généraliser les avantages octroyés à un État à tous les autres. Le principe du traitement national, selon lequel les pays ne doivent faire aucune distinction entre un bien national et un bien étranger une fois celui-ci arrivé sur son marché, et le principe de réciprocité, selon lequel chaque État accordant un avantage à un autre doit se voir accorder lui-même un avantage en retour. Si l'objectif de l'OMC est louable et que nombre de pays libéraux partagent sa vision de l'économie, les résultats actuels de l'institution sont cependant mitigés. L'actuel cycle de Doha peine à déboucher sur des accords multilatéraux et les pays ont encore davantage tendance à conclure des accords bilatéraux. Ça, c'est bien vrai. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.